Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Il teatro alla moda dei Rosignoli. I cantanti napoletani al San Giovanni Grisostomo. La Mérope 1734 Col. Dramaturgia musicale Veneta 18, Milano, Ricordi 1984. Les grands castrats napolitains à Venise au XVIIIe siècle, Liège, Mardaga 1994. La musique à Venise et l'imaginaire français des Lumières, prix des Muses pour la meilleure étude musicologique, Paris, BNF 1996. Les castrats, que sais-je, Paris PUF 1998. Antonio Conti, Lettere da Venezia à Madame la Comtesse de Caylus 1727 à 1729, Firenze, LS. Olszki 2003. L'allée de Mélisande. Les jardins et la musique, Col. Art et sciences de l'art, Paris, l'Harmattan 2004. Lettre d'une virtuose vénitienne à un musicien français de passage à Venise, Venezia, rapport d'étape, 2005. Ballade musicale à Venise, Paris, Nouveau Monde, 2006. Traduction italienne, Passeggiate musicali a Venezia, Treviso, Vianello Libri, 2006. Antonio Vivaldi, Grand Prix des Muses 2012, Paris, Fayard 2011. Véronica Franco. Ma vie brisée de courtisane, Col. Amarante, Paris, l'Harmattan 2012. Citation. Aujourd'hui Bruno Maderna dort sereinement. Aux côtés de ceux qu'il a tant aimés. Andrea et Giovanni Gabrieli. Claudio Monteverdi et G.F. Mali Piero. Luigi Nono. En souvenir de deux musiciens. Avant-propos. Que sera la Venise du XXIe siècle? Un lieu onirique, hors du temps, où il fait bon s'immerger dans la contemplation des monuments et des œuvres d'art du passé? Une oasis où se réfugier pour échapper momentanément à la réalité opprimante de nos cités bruyantes et tumultueuses? Une ville livrée aux hordes de touristes, et définitivement vidée de sa population? Pour éviter ce destin funeste, et conjurer les ténèbres laissées par les deux guerres mondiales et la période du fascisme, tout au long du XXe siècle, les Vénitiens n'ont cessé d'encourager le développement des arts, de stimuler la création. Il suffit de citer la Biennale d'art contemporain, puis celle d'architecture, de danse, de théâtre et de musique contemporaine, la Sapesaro, magnifique palais baroque transformé en un petit beaubourg. C'est à Venise que dans les années 70, l'américaine Peggy Guggenheim choisit d'installer sa prestigieuse collection d'art moderne. Très récemment, le Français François Pinault a élu domicile au Palais Grassi ainsi qu'à la Punta della Dogana. Qui vit à Venise sait aussi que l'on peut encore croiser, au détour des Cali et des Campi, des écrivains, des artistes, des personnalités mondialement connues. Des étrangers certes et en grand nombre, mais aussi des Italiens et même des Vénitiens de pure souche. Au XVIe siècle, alors qu'elle commence à perdre l'un après l'autre ses comptoirs dans le Levant, Venise se transforme en une magnifique scénographie qui semble flotter sur l'eau de la lagune telle une scène de théâtre. C'est en effet à l'époque où elle se réduit à peau de chagrin que la dominante façonne cette apothéose glorieuse. Étonnante fusion entre les arts, les spéculations théoriques, les expérimentations de toutes sortes, et impose dans le monde occidental son identité. Alors la musique est partout. À Saint-Marc, véritable institution où les pouvoirs religieux et civils sont réunis en la personne du doge, dans les centaines de paroisses, les monastères, les hospices féminins, les scuoles grandi, dans les palais, les ridotti, les villas à la campagne. À la période que l'on appelle baroque, alors qu'elle perd l'une après l'autre ses colonies dans le Levant, Venise invente un concept d'une étonnante modernité, le tourisme culturel. Pendant le carnaval, 2 mois durant, elle se fait la capitale européenne incontestée du théâtre et de l'opéra. Pour la glorieuse et antique République, le glas sonne pourtant, le 12 mai 1797, jour où la Sérénissime s'écroule devant Bonaparte. Elle est d'abord occupée par les Français, puis à partir de 1814 par les Autrichiens, jusqu'à la date de 1866 où elle est annexée au règne d'Italie. Le XIXe siècle est une période sombre dont les Vénitiens n'aiment pas se souvenir. La plupart des théâtres sont fermés et tombent en ruine. Les quelques salles qui maintiennent leurs activités, telles le San Moisè, où le jeune Rossini remporte ses premiers succès et la Fenice,
accueille les œuvres de compositeurs venus d'autres villes comme Donizetti, Bellini puis Verdi avec sa célèbre Traviata. La ville reçoit aussi la visite de compositeurs étrangers qui y font un bref séjour, avec plus ou moins d'enthousiasme, tels le jeune Mendelssohn en 1830 et Tchaïkovski en 1878, ou encore les compositeurs français résidant à la Villa Médicis, à Rome, comme Jules Massenet en 1865. C'est au palais Giustinian Bragadin, sur le Grand Canal, qu'en 1858 Richard Wagner compose le second acte de son Tristan. À la fin du siècle, les Vénitiens peuvent croiser Gabriel Fauré et Reynaldo Hahn, qui sont les invités de la comtesse de Polignac. Quelque temps plus tard, Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, Serge Diaghilev, qui décède au Grand Hôtel des Bains le 19 août 1929, les danseurs Nijinsky, Serge Liffard et Isadora Duncan. Venise. Un lieu pour se reposer des tournées harassantes, un cadre somptueux, malgré la misère laissée par l'occupation autrichienne, ou mener une vie particulière, libre, exubérante. Ces artistes, écrivains, aristocrates, bourgeois fortunés occupent les palais désertés par l'aristocratie vénitienne. Revêtus des costumes chatoyants et luxueux que crée pour eux l'espagnol Mariano Fortuny, ils paradent devant une population locale pauvre, avilie, qui a déjà tout oublié des fastes de la Venise de ses aïeux. Retrouver sa dignité, se réconcilier avec son histoire était devenu pour les Vénitiens une urgence. Le compositeur Gianfrancesco Malipiero fut, dans le domaine musical, le premier à donner un sursaut à l'engourdissement dans lequel étaient plongés ses compatriotes. Né en 1882 et mort en 1973, Malipiero jouit d'une longue existence qui lui permit une production abondante. Une trentaine d'œuvres scéniques, des pièces vocales et orchestrales, symphonies et concertos. Parallèlement, il mène un véritable travail d'archéologue et retourne aux sources de la musique vénitienne, aux œuvres de Gabrieli, Monteverdi et Vivaldi. Des compositeurs presque totalement oubliés, qu'il faut entièrement redécouvrir. Il transcrit des pièces anciennes, rédige des livres historiques et théoriques, lance l'édition complète de l'œuvre de Monteverdi et participe au revival de Vivaldi, un compositeur dont on ne sait presque plus rien et dont on vient de découvrir un important lot de manuscrits autographes. Malipiero est aussi un pédagogue actif. Directeur du conservatoire Benedetto Marcello, il stimule la jeunesse et forme une brillante génération de musiciens. Parmi ceux-ci, Bruno Maderna se révèle un enfant prodige. Jeune encore, Maderna quitte sa ville natale et s'envole pour une carrière internationale de chef d'orchestre et de compositeur. Maderna est fasciné par les nouveaux langages, par les univers sonores que permettent les appareils électroniques qu'il associe au langage traditionnel. Il n'en oublie pas pour autant Venise et la leçon de Malipiero. Il réalise des arrangements d'œuvres de Gabrieli, Vivaldi, ainsi que de l'Orfeo de Monteverdi. Le second de ses élèves est Luigi Nono. L'œuvre de Nono est profondément marquée par les tragédies du XXe siècle, les holocaustes, les guerres, les destructions. Nono voyage dans le monde entier pour donner ses œuvres, des conférences, des masterclass, rencontrer d'autres compositeurs, des plasticiens, des écrivains et des poètes. Autant de pays visités, autant d'occasions pour s'inspirer des lieux, des paysages, de leur histoire politique et sociale. Les slogans révolutionnaires, les textes des poètes engagés constituent pour lui des matériaux de création. Dans la musique de Nono, la voix humaine, solitaire, isolée, à peine audible, se fait l'expression de l'humanité souffrante. Il veut, dit-il, éveiller la conscience des individus aliénés par le fascisme et le colonialisme. Mais l'histoire va de l'avant. Vers 1970, le discours de Nono perd de son engagement social idéologique. Le compositeur se fait wanderer romantique, dont la musique erre dans un lointain évanescent. Les sons aigus restent suspendus sur l'horizon, comme une interrogation angoissante. À ces sonorités fabriquées artificiellement en studio, le compositeur amalgame des voix et des bruits concrets enregistrés par exemple sur le marché du Rialto, ainsi que les bruits de l'eau dans les canaux, les sons et les vibrations des cloches. Passionné par la couleur et le mouvement, Nono puise son inspiration dans l'architecture et la peinture baroque vénitienne, chez Tintoret en particulier, dont les couleurs explosent dans l'espace en une multiplicité de points. C'est par admiration pour Maderna et Nono que le plus jeune Giuseppe Sinopoli, alors médecin et psychiatre, décide d'abandonner son métier et de se jeter à corps perdu dans la musique.
Il crée l'ensemble Maderna qu'il dirige et commence à composer. Hélas, en 2001, Sinopoli est foudroyé par un infarctus. Il meurt à l'âge de 45 ans. De ces fortes personnalités, nous nous souvenons encore tous. Leur présence nous manque cruellement, aujourd'hui plus encore qu'hier. C'est là, avec Sinopoli, que j'avais en 2006 arrêté mes balades musicales dans Venise, cet itinéraire tracé en marchant sur les traces des musiciens et des écrivains qui vécurent ou séjournèrent à Venise, laissant la part belle aux ombres du passé. Par simple désir et nécessité de faire vivre Venise à l'heure présente, j'ai voulu cette fois m'occuper des vivants qui, comme Claudio Ambrosini, donnent tant d'eux-mêmes pour perpétuer les traditions vénitiennes, faire passer le flambeau aux plus jeunes. Place cette fois à un compositeur qui témoigne de sa démarche, qui parle de ses œuvres et explique comment il vit son identité de Vénitien au XXIe siècle, son rapport avec un passé si riche en chefs-d'œuvre et en artistes d'excellence. Au cours des nombreuses années que j'ai passées à Venise, menant mes recherches historiques et musicologiques dans les bibliothèques et les archives de la ville, j'ai souvent croisé Claudio Ambrosini, que ce soit lors d'un spectacle à la Fenice, un concert à la Fondation Cini, une conférence à l'Ateneo Veneto, ou tout simplement au détour d'une cale ou d'un campo. Malgré son succès grandissant, les prix enviables qui jalonnent sa carrière musicale, tels le Lion d'or de la Biennale de Venise, qui lui fut décerné en 2008 pour Plurimo, Claudio Ambrosini ne s'est jamais départi de sa simplicité, de sa gentillesse et de la générosité avec laquelle il trouve toujours quelque chose à vous offrir. Une invitation à l'un de ses concerts avec l'Ex Novo Ensemble, un CD tout juste enregistré, une partition fraîchement sortie des éditions Ricordi. Rien de ce qui touche à Venise, aux problèmes très particuliers que connaît cette ville poisson et aux personnes qui y vivent, ne lui est indifférent. Ce ne sont pas seulement ses qualités exceptionnelles qui m'ont conduite à engager un entretien avec ce créateur, mais aussi son enracinement dans l'histoire de sa ville, s'inscrivant en cela dans le sillage de ses aînés, Malipiero, Maderna et Nono. À l'heure de la mondialisation, riche de son talent et fort de sa ferveur, Ambrosini a pris naturellement sa place dans le milieu musical international sans complexe ni appréhension. Il fut aussi un artiste tôt reconnu par la France. Le premier étranger à être accueilli, en 1985, à la Villa Médicis, à Rome. Il reçut en outre plusieurs commandes du ministère de la Culture française, comme l'Oratorio Susanna et l'œuvre scénique Il Canto dell'Appel. Sex Unlimited. Claudio Ambrosini habite dans le quartier très populaire de Cannaregio, une zone suggestive de la ville, isolée de la foule, recherchée par les artistes, les peintres pour sa lumière ténue typique du côté nord de la lagune. C'est le lieu où il a passé la plus grande partie de son enfance. Il a installé son studio de travail dans un logement situé à quelques pas de son habitation, une maisonnette populaire comme il y en a tant à Venise, aux pièces et aux fenêtres étroites. Les tables et les rayonnages sont chargés de dispositifs électroniques, d'instruments de musique, certains étranges, de papier à musique, de partitions, de documents de toutes sortes, de livres, de classeurs, de revues et de journaux, les murs ornés de citations poétiques et de pense-bêtes. C'est là que notre entretien a débuté, par une journée très froide de décembre 2010, juste après la représentation de son dernier opéra, Il Killer di Parole, au théâtre La Fenice. En même temps que je conversais avec Claudio Ambrosini, j'avais la sensation de prolonger l'entretien qui s'était déroulé, il y a une trentaine d'années, entre Luigi Nono et le musicologue italien Enzo Restagno, évoquant le passé, le présent, l'avenir, qui tissait un jeu d'ombre et de lumière sans rupture ni désaccord avec les œuvres des aînés, des plus proches aux plus éloignés. SM, un compositeur, vivant et qui plus est vénitien, reste bien souvent une énigme pour le grand public. Comment, Claudio Ambrosini, avez-vous décidé de devenir compositeur? Avez-vous choisi cette voie au cours de vos études musicales? Ou bien s'agit-il d'une vocation apparue de façon très précoce, par exemple au moment de l'adolescence? J'ai su très tôt que je voulais être compositeur. Enfant, j'avais fait de la sculpture. Mon père était artiste peintre, mais il avait aussi reçu une formation de philosophe. Chez nous, il y avait beaucoup de livres. J'ai passé la plupart de mon enfance et de mon adolescence chez ma grand-mère maternelle, avec laquelle j'avais un rapport très fort. C'est la maison où j'habite aujourd'hui. Sa structure remonte au XVIe siècle.
C'est une maisonnette toute simple qui exige des travaux constants. Pourtant, j'y suis attachée car elle concrétise mon lien avec le passé. Après la mort de ma grand-mère, j'y ai vécu seule pendant 3 ou 4 ans. À l'âge de 20 ans, je suis partie pour Milan, comme le font souvent les jeunes gens de chez nous pour voir autre chose. J'ai vite compris que vivre hors de Venise ne me convenait pas du tout, aussi je suis revenue chez moi. Quelque temps plus tard, je me suis mariée. SM. On sait que les compositeurs vénitiens de la génération précédente, je veux parler de Bruno Maderna et de Luigi Nono, ont vécu à l'étranger, surtout en Allemagne. Ils ont tous deux eu des compagnes qui n'étaient pas italiennes. Vous n'avez donc pas craint de revenir à Venise, et de vous ancrer ici, courant peut-être le risque de vous isoler, voire de ne pas progresser au plan professionnel et artistique? CA. Outre ma formation musicale, j'ai mené parallèlement des études de lettres et de linguistique à l'Université de Venise. Je me suis spécialisée dans la culture anglaise. Ma thèse portait sur le théâtre élisabétain. Mon père avait une vaste culture et, comme je viens de le dire, disposait d'une riche bibliothèque. Mon quartier, Cannaregio, est en revanche très populaire. J'aimais par exemple aller en barque avec mes camarades. Enfant, je me plaisais beaucoup dans l'atelier de mon père et je le regardais travailler. Mon grand-père paternel fut aussi très important pour moi car il était sculpteur. Dans le jardin de sa maison, il y avait une remise pleine de sculptures où j'ai passé des heures à jouer. Travailler manuellement et avoir un contact physique avec les objets est primordial. J'ai fait moi-même un peu de sculpture. J'ai même reçu un prix quand j'étais à l'école qui me fut remis par le patriarche de Venise, Angelo Roncalli, le futur pape Jean XXIII. J'avais sculpté un Jésus agenouillé, soutenant le poids de la croix. Je crois que ces activités manuelles ont constitué le point de départ de ma passion pour la lutherie et les instruments anciens. Même dans mes compositions, je garde ce goût pour la fabrication d'objets simples. Puis je suis passée à la composition, qui est devenue mon occupation essentielle. Je voulais capturer, fixer, renouveler l'émerveillement et le plaisir de la découverte, cela dans un sens presque magique. Chez moi, je conserve de tout. La seule idée de perdre une note, l'embryon d'une idée musicale me plonge dans l'angoisse. Lors de mes répétitions avec Ex Novo Ensemble, je suis d'abord très exigeant avec les musiciens et je veille à tous les détails. Avant même de commencer, je me forme une représentation mentale précise de ce que je veux obtenir. Il faut que le résultat corresponde à ce que j'avais imaginé. Ensuite, le travail devient plus aisé. SM. Le quartier de Cannaregio où vous vivez est actuellement très prisé par les artistes vénitiens, les musiciens, les peintres qui aiment la lumière du côté nord de la lagune. C'est un lieu étrange, assez préservé et à l'écart des circuits touristiques. CA. Cannaregio est en effet en train de devenir une sorte de réserve vénitienne, un peu comme les réserves des Indiens en Amérique. Mon grand-père habitait à quelques pas d'ici. Moi, je suis située plus près de l'église de la Misericordia, et aussi plus proche que lui du ghetto. SM. Vous êtes voisin de la maison où vivait Tintoret avec sa famille. CA. Le studio où je travaille et où nous nous trouvons en ce moment n'est qu'à quelques mètres de la maison où j'habite. Le matin, je commence par faire une promenade. J'aime rendre visite aux maisons où ont vécu les artistes, comme pour les saluer. D'abord la maison de Tintoret, puis celle de Titien, ensuite la maison de Francesco Guardi que peu de gens connaissent car elle est à l'écart. Puis j'achète le journal, et je prends connaissance de l'actualité. SM, l'un des grands plaisirs à Venise, est en effet de se promener sans devoir supporter le bruit et la pollution des voitures. CA pour moi, il s'ajoute à cela la conscience d'être né à Venise et d'avoir voulu rester dans cette ville. Après 1985, la date à laquelle j'ai été pensionnaire à la Villa Médicis, plusieurs compositeurs français, Gérard Griset, Tristan Muraille, ont tenté de me convaincre et m'ont dit « Viens donc à Paris ». C'était séduisant car pour les artistes italiens, Paris est une ville mythique. Mais je me sentais responsable, comme Vénitien. Et puis, j'avais commencé à m'intéresser aux instruments anciens qui avaient été fabriqués et joués traditionnellement à Venise. SM. Cet attachement à Venise et à ses traditions me paraît le ciment de votre musique, pour reprendre un terme cher à Vivaldi. CA. Le lieu où l'on est né revêt en effet une importance. J'ai conscience d'avoir une mission.
Je veux poursuivre les recherches spéculatives, les expériences entreprises par ceux qui m'ont précédé. SM, vous avez le privilège d'être né dans un lieu qui possède une forte tradition artistique et historique. Ce n'est pas le cas de toutes les villes, même si certaines d'entre elles offrent un grand attrait par leur beauté ou leur qualité de vie. CA en effet, Venise détient des qualités qui font que nous autres, Vénitiens, avons du mal à partir. Je me sens inadapté aux villes extérieures. Pensez que je n'ai même pas de permis de conduire. D'ailleurs, j'ai besoin de la présence de l'eau. Dans ma musique, l'eau et la fluidité sont des constantes. Je compare Venise à un ordinateur dont le hardware est le patrimoine architectonique, les pierres et les ponts, et le software, tout ce qui est mouvant, comme les reflets de la lumière sur l'eau des canaux. J'ai besoin de ces deux dimensions qui se complètent. SM, revenons à votre formation. Vous avez donc commencé le conservatoire, avec l'intention de devenir compositeur ? CA exactement. Mais je n'ai pas étudié la composition proprement dite. Pendant 6 ans, j'ai fait de la musique électronique, ce qui me paraissait alors le langage le plus moderne. Parallèlement, j'apprenais le luth et même le chromorne. J'étais fasciné par les instruments anciens, par leur sonorité. Pourquoi les avoir abandonnés ? C'est une réflexion qui ramène à la sculpture, le bois, l'argile, la pierre. Et puis j'avais passé beaucoup de temps avec mon père, le regardant peindre. C'était un monde que je ne voulais pas voir disparaître. Une manière de perpétuer la tradition. Par nature, je refusais de recevoir une formation académique. J'ai un caractère à la fois indépendant et timide. Par pudeur sans doute, je craignais que l'on trouble ma vie intérieure. La seule idée de présenter un travail à un professeur et de m'entendre répondre « Non, ça ne va pas » ou bien « Pour cela, il faudra attendre encore 2 ans » me terrifiait. Et donc je préférais garder mes idées pour moi-même. Aujourd'hui, quand je donne une masterclass, je dis aux élèves « Ne faites rien de ce que vous demande votre professeur ». Je conseille au contraire aux plus jeunes de chercher leur propre son, de réfléchir à la manière de former et d'articuler les phrases. SM, pensez-vous que l'on puisse parler d'une renaissance de l'école vénitienne après la Seconde Guerre mondiale ? Une renaissance à laquelle Gianfrancesco Malipiero, Bruno Maderna et Luigi Nono donnèrent l'impulsion indispensable ? CA en pratique, oui. Malipiero a enseigné à Maderna. Maderna a enseigné à Nono. Malipiero, outre sa propre œuvre de compositeur, a été le promoteur de Monteverdi, dont il a lancé la première édition des œuvres en temps moderne. Il a aussi participé au revival de Vivaldi, un autre très grand expérimentateur. Dans l'Italie des années 1920 à 1930, c'était une initiative presque révolutionnaire. Oui, on peut parler d'école, tout comme Platon et Socrate marchaient et progressaient en formant des élèves. Dans les années 70, les pianistes, les violonistes habitués à jouer des œuvres du XIXe siècle se moquaient de nous qui étudions au conservatoire le chromorne ou le luth. On considérait que la musique du Moyen Âge et de la Renaissance était trop simple, banale et n'avait produit aucun chef-d'œuvre, ni aucun grand compositeur. On peut facilement imaginer ce que l'on pouvait penser en 1930 des recherches menées par Malipiero sur Gabrieli et Monteverdi. Notre démarche était vraiment pionnière, même si les critères de restitution de ces musiques étaient à cette époque très différents de ce qu'ils sont devenus par la suite et de la rigueur philologique exigée actuellement. Bruno Maderna a eu lui aussi un rôle fondamental. Il a réalisé de nombreuses transcriptions d'œuvres musicales anciennes, par exemple de Gabrieli, conservées à la Bibliothèque Marciana, à Venise, comme je l'ai fait moi-même. Il faut souligner que ces partitions originales étaient toutes en partie séparées et sans barre de mesure. C'était une initiative tout à fait nouvelle. Aujourd'hui, les musiciens se réfèrent à des modèles avec lesquels ils peuvent comparer, mais autrefois, on n'avait ni instruments originaux, ni ensemble spécialisé, ni même un sound. Pourtant, Bruno était déjà parvenu à des sons justes qui rappellent les bombardes, les flûtes traversières en bois. C'est vraiment étonnant. Ce petit groupe de musiciens vénitiens du XXe siècle auquel vous venez de faire allusion, étudiait le contrepoint partant des textes anciens. Il lisait aussi les théoriciens, comme Pietro Aron, Il Toscanello in Musica. Luigi Nono, par exemple, s'est beaucoup intéressé au théoricien allemand Athanasius Kircher.
Je ne crois pas qu'il voulait retourner à l'école vénitienne dans un esprit nationaliste, mais plutôt retrouver le chemin d'une réflexion liée aux règles. Il faut rappeler que la pensée dodécaphonique et structuraliste se fonde sur l'ancien contrepoint. Il suffit de penser à la façon dont la cellule thématique se renverse et est renvoyée à elle-même par effet de miroir. SM, quelles sont selon vous les caractéristiques de l'école vénitienne telle qu'elle renaît dans la première moitié du XXe siècle? CA, il n'y a jamais eu bien sûr d'institution appelée école vénitienne, mais on peut parler d'un foyer de recherche sur le timbre, sur les techniques d'assemblage des voix. On rejette les méthodes poussiéreuses et fossilisées du XIXe siècle, une époque difficile pour Venise qui fut longtemps occupée par les troupes autrichiennes. Ensuite, il y a eu le traumatisme du fascisme. En ce qui me concerne, dès mes débuts au conservatoire, encore très jeune, sans aucune idée de ce que pouvait être l'école vénitienne, tout à fait instinctivement, je voulus associer l'étude du luth à celle de la musique électronique. Venise, c'est vrai, est indissociable de son passé politique glorieux. Mais c'est une ville qui a toujours été attentive à la recherche, à l'expérimentation. Prenons par exemple l'architecture. L'idée même de construire une ville en marbre sur des pilotis en bois, cela paraît aujourd'hui une véritable folie. Les riches marchands du Moyen Âge, de la Renaissance, engageaient tout leur argent à construire des palais magnifiques reposant sur des morceaux de bois plantés dans l'eau. Une véritable folie économique. Aujourd'hui, quelle banque financerait un projet pareil? Le domaine de la recherche, de l'invention, n'avait pas de limite et ne se cantonnait pas à la musique. J'ai écrit dans l'un de mes articles que je suis un compositeur d'avant-garde, c'est-à-dire qui regarde en avant. Mais pour un Vénitien, dire qu'on est de l'avant-garde, cela veut dire aussi regarder derrière soi, vers le passé. Ma mission de Vénitien est de me placer dans le sillage de l'esprit innovateur du passé. Par exemple, j'habite une maison qui date du XVIe siècle et pourtant j'utilise un téléphone portable, un ordinateur et Internet. En tant que compositeur, mon regard est décidément projeté en avant. L'un de mes compositeurs préférés est Beethoven. Dans sa musique, il y a une double attraction. La force et la douceur, l'invention et l'architecture, le passé et la modernité. Dans les siècles passés, il y eut des périodes très intéressantes et en évolution continuelle, où l'on menait des expérimentations et où l'on cherchait à comprendre. Prenons par exemple les instruments à vent. Il y avait la famille des bombardes, celle des chromornes, le corps tordu, la sac-boute. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.